Bonjour à toutes et tous. Donc, dans cette vidéo, nous allons aborder la feuille de TD numéro 7. C'est la feuille qui s'intitule Combinatoire et dénombrement. Donc, la première feuille qui traite de la partie probabilité. Avant de commencer les exercices proprement dits, je vais d'abord passer un petit peu de temps pour rappeler ces notions de combinatoire et dénombrement. Alors, quelle est la question fondamentale que l'on se pose? On dispose d'un ensemble à n éléments, par exemple les nombres 1, 2, 3 jusqu'à n, mais n'importe quel ensemble, et on nous demande de combien de manières peut-on choisir P éléments parmi ces n éléments. Donc P et n sont deux nombres entiers positifs. Alors la question telle que posée est un peu ambiguë et il y a deux critères que l'on doit préciser. Donc je vais faire un petit tableau pour séparer ces critères. Hop. Donc quels sont ces critères? D'abord, quand on nous demande de choisir P éléments parmi n, on ne nous dit pas si l'ordre dans lequel on les choisit a de l'importance, si on accorde de l'importance à l'ordre ou pas. Donc ici, on va mettre la question de l'ordre. Et puis on aura, suivant qu'on l'ordre importe ou pas. Donc ça, c'est une chose. Et il y a une deuxième ambiguïté dans la question, c'est de savoir est-ce qu'une fois qu'on a choisi, par exemple, un premier élément, est-ce qu'on peut le choisir de nouveau en deuxième choix, ou bien est-ce qu'on considère qu'une fois qu'il a été choisi, il ne peut plus être choisi? D'accord? Imaginez, si on vous demande de choisir 3 paires de chaussures pour partir en vacances, une fois que vous en avez choisi une, vous ne pouvez plus choisir la même, évidemment. Par contre, si on regarde les choix que vous faites chaque matin de yaourt aux fruits dans votre frigo, par exemple, eh bien, c'est pas parce que vous avez pris fraise le lundi que vous ne pouvez pas prendre fraise le mardi, à condition que vous en ayez suffisamment. Donc ça, c'est la question de la répétition. D'accord? Donc, est-ce que parmi ces P éléments qu'on va choisir, est-ce que les mêmes éléments peuvent revenir plusieurs fois? Alors de nouveau, ici, on verra ce qui se passe suivant qu'on dit oui ou on dit non. Ok, alors, eh bien, le cas le plus simple, c'est le cas où on admet les répétitions et où on tient compte de l'ordre. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que pour chaque choix, on va opérer successivement chaque choix, eh bien, on doit choisir un élément parmi n et on va le faire p fois de suite. On va le faire p fois de suite. Donc, lorsque je choisis le premier élément, ben, j'en ai n à ma disposition, donc j'ai n choix. Et puis, le deuxième élément, pour choisir le deuxième élément, j'ai également n choix. Et ils sont indépendants des premiers, donc ils se multiplient entre eux, puisque pour chaque choix du premier, je peux indépendamment choisir un deuxième élément, et ainsi de suite. Je choisis comme ça mes p éléments parmi n, donc j'en aurai p facteur ici. Et donc, le nombre de choix possibles est égal à n fois n fois n p fois, c'est-à-dire ce qu'on appelle n à la puissance p. D'accord? Donc ça, c'est la première répétition et ordre compte. Alors, la deuxième case à laquelle on va répondre, c'est les répétitions ne sont pas possibles, c'est-à-dire une fois qu'on a tiré un élément, on ne peut plus rechoisir cet élément, donc on doit cette fois choisir P éléments distincts parmi les N éléments qui, eux, sont distincts à la base, mais par contre, on va s'occuper de l'ordre. Donc ça, c'est ce qu'en cours, on a appelé les arrangements. Et là aussi, le dénombrement est relativement simple, puisque comment procède-t-on? Eh bien, je choisis mon premier élément et j'ai n choix de le faire, puisque rien ne m'est imposé encore à ce niveau-là. Mais une fois que j'ai choisi le premier, ben, pour choisir le second, je ne peux plus prendre n'importe quoi, puisque je ne peux pas prendre celui que j'ai choisi en premier. Je ne sais pas ce qu'il est, mais je ne peux plus le prendre. Et donc, j'ai plus que n-1 choix possible pour ce deuxième élément. Pour mon troisième, eh bien, je ne peux plus prendre ni le premier ni le second, donc je n'en ai plus que n-2, et ainsi de suite, jusqu'à choisir mon pème élément. Et donc pour le pème élément, il ne me restera plus que n-p plus 1 choix possible. D'accord? Et donc ce nombre qui est écrit ici, c'est ce qu'on appelle le nombre d'arrangements de p éléments parmi n. Et cette formule-là, si je la réécris en termes de factoriel, c'est la factorielle n divisé par factoriel de n-p. D'accord? Donc là, on a tenu compte de l'ordre.
On va maintenant répondre à la question de la case ici, juste en dessous. Donc, c'est la même situation. Il n'y a pas de répétition, donc on doit choisir P éléments distincts parmi N, mais on se moque de l'ordre dans lequel est choisi. Ce serait typiquement le cas de vous devez choisir 3 paires de chaussures parmi toutes vos chaussures pour partir en vacances, peu importe l'ordre dans lequel vous les choisissez, c'est les 3 paires que vous allez mettre dans votre valise. Eh bien, dans ce cas-là, eh bien, c'est la même chose que ce nombre-ci, sauf que deux choix de P éléments qui sont égaux à permutation près, on considère que ce sont les mêmes, et donc le nombre de manières de le réaliser sera égal à ce nombre-ci, mais que je le divise par le nombre de permutations d'un ensemble à P éléments, mes choix de P, et donc c'est ce qu'on va noter, le nombre de combinaisons de P éléments parmi N, que dans le poly on note N P. Je rappelle attention à l'inversion de l'ordre ici, qui est donc égal à n factoriel. Donc je réécris le nombre d'arrangements sur n-p factoriel et je divise par p factoriel, qui est le nombre de permutations de mon choix de mes p éléments. C'est le plus petit dans l'ordre, celui-ci. Voilà, ce nombre-là est le plus grand, celui-ci est plus petit et celui-ci est encore plus petit. Alors, il nous reste une quatrième case qu'on ne va pas traiter tout de suite parce qu'il se fait que c'est un des exercices. Le calcul est un petit peu plus compliqué. En réalité, disons, c'est le point de vue qu'il faut adopter est un peu différent pour faire le calcul. Donc ça, c'est ce qu'on fera dans l'exercice 7 qu'on faire. Exercice 7 qu'on fera plus tard. Voilà. Donc, ce rappel étant fait, je vais maintenant passer à la résolution des exercices. Très bien, alors allons-y pour la première question. Donc on nous parle d'un cadenas à 4 chiffres et on nous demande si le code est modélisé par un ensemble de 4 chiffres, par un quadruplet de 4 chiffres, par un arrangement de 4 chiffres ou par une combinaison de 4 chiffres. Ensuite, on nous demande combien il y a de codes possibles et enfin combien il y a de codes qui ne contiennent pas plusieurs fois le même chiffre. Eh bien, si on revient à notre schéma ici, donc qu'est-ce que c'est que notre n et notre p? N, c'est le nombre de chiffres, d'accord? Donc c'est 0, 1 jusqu'à 9, donc N est égal à 10 dans cet exemple, et P, c'est le nombre d'éléments que l'on va choisir, donc il y en a 4, chacun des 4 éléments, chacun des 4 chiffres du code. Alors dans laquelle de ces 4 cases se trouve-t-on? D'abord un code, vous savez, un code d'un cadenas, ça a de l'ordre, le code, l'ordre importe, le code 1, 2, 3, 4, c'est pas le même que le code 3, 1, 2, 4. Et ensuite, les chiffres peuvent être répétés. Le code 0000, c'est un code parfaitement valide pour un cadenas, même si c'est pas très sécurisé. Bon, donc bien, on se trouve dans cette première case. On a dit que n était égal à 10 et p était égal à 4. Donc la première question, pardon, je vais reprendre. Voilà, on va le faire ici. L'exercice 1. C'est 10 fois 10 fois 10 fois 10 qui est égal à 10 000. Donc ça, c'est le nombre de codes possibles. Évidemment, tous les codes possibles entre 0 et 9999. Alors ça, c'est pour la première sous-question. La deuxième sous-question, on nous demande, je vais vous la remettre ici, on nous demande le nombre de codes qui ne contiennent pas plusieurs fois le même chiffre. Donc qu'est-ce que ça signifie ici en termes de nos 4 possibilités? Eh bien, l'ordre a toujours de l'importance, mais on souhaite un cadenas dans lequel le même chiffre ne revient pas 2 fois, ce qui revient à choisir 4 chiffres parmi 10. D'accord? Et donc la réponse ici est égale, à, je vais l'écrire là, à A 10, 4, ce qui, si je l'écris explicitement, serait égal à 10 fois 9 fois 8 fois 7. Ce qui doit faire, je vais essayer de le faire, 8 fois 7, 56, 56 fois 9, ça fait 560, moins 56, 504, fois 10, qui doit faire 5040. Voilà. Ok, passons à l'exercice 2.
Voilà, pardon, donc plutôt pas à l'exercice 2, mais à l'exercice 1, numéro 2. Donc celui-là est fait, on passe maintenant à celui-ci. À l'issue d'une course entre 10 cyclistes, combien y a-t-il de podiums possibles? Combien y a-t-il de podiums possibles? Eh bien, qu'est-ce que c'est qu'un podium? On a 10 cyclistes de nouveau, donc le petit n est égal à 10, et un podium, ça revient à choisir les 3 premiers, donc on va supposer qu'il n'y a pas d'ex-aequo, je pense que ça aurait pu être précisé dans l'énoncé. Donc qu'est-ce que c'est du coup un podium? Eh bien, c'est une suite ordonnée, évidemment l'ordre importe, hein, entre la médaille d'or, la médaille d'argent et la médaille de bronze, de 3 personnes différentes. C'est donc un arrangement de 3 parmi 10, et donc, hop, pardon, alors ça c'était le petit 1 ici, donc maintenant le petit 2, on doit considérer un arrangement de 3 parmi 10, ce qui cette fois est égal à 10 fois 9 fois 8, pardon, fois 8, j'écris, qui est égal à 720. Ok, au suivant. Alors, 3. Étant donné Q et P, deux entiers positifs non nuls, on considère une feuille rectangulaire de hauteur P et de largeur Q. Donc c'est un bloc de Manhattan qui a P et Q et on doit aller d'une extrémité à l'autre, c'est-à-dire la diagonale opposée, et on demande combien il y a de chemin pour ce faire. D'accord? Alors on va faire un petit schéma. On va faire un petit schéma. J'ai perdu mon stylo, le voici. 3. D'accord? Donc je pars d'ici, je dois arriver ici, et pour ce faire, je dois faire 1, 2, 3, et ainsi de suite. Tac, donc là j'en ai P en latéral, et puis je dois faire un certain nombre de blocs. Là on doit en avoir Q latéral, on va dire dans la hauteur. Ah, et on me demande combien de chemins, hein, donc voilà, typiquement, voilà, je vais tracer. Alors ça, je pourrais par exemple choisir de faire 1, 2, monter un coup ici, tac, 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 je mets des petits points, tac, jusqu'à arriver là. Ça, ce serait un choix possible. Un deuxième choix possible, ce serait de d'abord partir dans la hauteur, ensuite par là, et ainsi de suite, 3 petits points, tac, et voilà. Et on nous demande combien il y a de manières de faire ces choix. Bon, bien, alors, la première chose simplement à remarquer, c'est que quoi qu'on fasse, l'énoncé précise qu'on ne peut aller que vers la droite ou vers le haut, on ne peut pas commencer à boucler comme ça, à tourner autour d'un pâté de maison, sinon évidemment le nombre de façons de le faire serait infini. Donc quoi qu'on fasse, on fera P bloc vers la droite et Q bloc vers le haut. Donc ça va nous prendre exactement P plus Q trajet, d'accord? P plus Q tronçon. Donc le chemin qu'on va suivre, il est entièrement déterminé par les instants, d'accord? Si je vais tracer ici mes P plus Q choix, d'accord? Tac, tac, tac. Là, je vais en mettre. C'est mes P plus Q choix, disons, je dis choix. À chaque, je vais devoir parcourir P plus Q segments, et pour chacun de ces segments, je dois décider si c'est un segment latéral, c'est-à-dire vers la droite, ou si c'est un segment vertical, c'est-à-dire vers le haut. Okay, je dois en choisir P qui aille vers la droite et Q qui aille vers le haut. J'en ai P plus Q au total. Donc il suffit que je dise parmi ces P plus Q, quels sont ceux pour lesquels je vais, par exemple, vers la droite. Si j'en choisis P, qui sont ceux pour lesquels je vais vers la droite, eh ben les Q restants seront nécessairement ceux pour lesquels je vais vers le haut. D'accord? Et par conséquent, le nombre de chemins possibles, ça va être quoi? Ça va être un arrangement. Je dois choisir parmi mes P plus Q petits segments ici, les P pour lesquels je vais aller vers la droite, et pardon, je raconte n'importe quoi, parce que ce n'est pas un arrangement, l'ordre n'a aucune importance,
Si je dis que c'est celui-ci, celui-ci et celui-là où je vais vers la droite, c'est la même chose que si je dis celui-là, celui-là et celui-ci où je vais vers la droite. Donc ce n'est pas un arrangement, comme je viens de l'écrire de manière erronée, mais c'est une combinaison. Et d'ailleurs, c'est heureux puisque on a la formule, vous savez, les combinaisons de P, parce que là j'ai choisi ceux pour lesquels j'allais vers la droite, de manière symétrique, j'aurais parfaitement pu choisir ceux pour lesquels je vais vers le haut, et CP plus QP, c'est la même chose que CP plus QQ, d'accord, qui est donc égal à P plus Q factoriel divisé par P factoriel fois Q factoriel. Voilà. Évidemment, ensuite, la réponse dépend des valeurs explicites de P et de Q. Voilà, au suivant. Donc, on s'intéresse maintenant à la question 4. Les 12 tomes d'une encyclopédie sont sur une étagère. Combien y a-t-il de façons de les aligner? Et combien y a-t-il ensuite de façons de les aligner de sorte que les tomes 1 et 2 soient l'un à côté de l'autre dans cet ordre? Ok. Alors, eh bien, donc, on dispose de 12 tomes d'une encyclopédie. On doit, par conséquent, les aligner, les arranger. Ce que l'on nous demande, c'est donc de faire un arrangement de 12 éléments. On doit choisir dans un ordre donné les 12 tomes parmi eux-mêmes. C'est donc égal à 12 factoriel divisé par 12 moins 12 factoriel, c'est-à-dire 0 factoriel, ce qui fait 1. C'est donc égal à 12 factoriel. Donc ça, c'est pour ce qui est de l'arrangement, de la disposition des 12 tomes sur l'étagère. Ensuite, dans la deuxième partie de la question, on nous demandait, parmi toutes ces possibilités d'arrangement, le nombre d'entre elles pour lesquelles les tomes 1 et 2 sont placés les uns à côté des autres, l'un à côté de l'autre, et dans l'ordre naturel. Bon, bien, la manière la plus simple de répondre dans ce cas-là, c'est de dire simplement que si le tome 1 et le tome 2 doivent être l'un à côté de l'autre, eh bien c'est comme s'il s'agissait d'un seul tome, et donc c'est comme si on n'avait qu'à ranger 11 tomes sur l'étagère et non pas 12, et donc la réponse à la deuxième partie de la question, dans ce cas-là, est simplement 11 factoriel. Voilà, on va passer à la sous-question suivante. Donc, question suivante. Un ensemble E contient n éléments, il manque un S, et A includant E en contient P, P étant strictement inférieur à n. Combien de parties de E contiennent exactement un élément de A? Combien de parties de E contiennent exactement un élément de A? Ok, on va faire un petit dessin. Attendez, j'ouvre une nouvelle page. Hop. Alors, c'est le numéro 5. 5. Donc, on va tracer un schéma. On a notre ensemble E qui est ici. On a un sous-ensemble A qui contient strictement moins d'éléments. Et on nous demande le nombre d'ensembles qui vont contenir exactement un point de A, un élément de A, pas plus, donc ni 0, ni 2, ni etc., mais uniquement 1, et un nombre quelconque d'éléments de E privé de A. Hein, donc les informations, c'était que le cardinal de E, on le note N, le cardinal de A, on nous a dit que c'était P, qui était strictement inférieur à N. Donc le cardinal de E privé de A, c'est égal à N moins P. Okay. Alors de combien de manières peut-on choisir un tel ensemble? Ici, je sais pas, notons le A, vous voyez. B, pardon, voilà, un ensemble B qui contiendrait ici exactement un élément, et puis là, un nombre quelconque d'éléments. Eh bien, quelles sont toutes les manières de faire? On choisit d'abord un élément dans A. Okay, alors, combien de choix peut-on faire d'un élément dans A? On a exactement P, d'accord? Puisqu'il y a P éléments dans A, j'en choisis un parmi les P. J'ai P manières de le faire, d'accord? Et une fois que j'ai choisi cet élément, parmi P, il faut que je choisisse quoi? Un sous-ensemble quelconque de E moins A, d'accord, de E privé de A. Il faut que je choisisse cette partie-là de B
qui se trouve dans E, mais pas dans A. Alors, de combien de manières je peux faire ça? C'est n'importe quel sous-ensemble de E moins A. E moins A, on a vu que c'était un ensemble qui avait N moins P éléments. D'accord? Alors, combien y a-t-il de sous-ensembles à un ensemble qui a N moins P éléments? Ça, on a vu en cours qu'il y en a 2 à la puissance, le cardinal de cet ensemble, c'est-à-dire N moins P. D'accord? Pourquoi? Parce que pour chacun des N moins P éléments, on peut mettre un 0 si on ne le choisit pas et un 1 si on le choisit. C'est une manière de voir pour laquelle le cardinal de l'ensemble de toutes les parties de E-A est égal à 2 à la puissance N-P. On met un 1 ou un 0 suivant qu'on choisit ou pas l'élément. Et donc la réponse à la question, c'est P fois 2 à la puissance N-P. On a P choix possibles pour l'unique élément de A que va contenir notre sous-ensemble, et 2 à la puissance N-P choix possibles pour compléter l'ensemble B à l'intérieur de E privé de A. Très bien, au suivant. Donc, l'exercice 6. En informatique, on utilise le système binaire pour coder les caractères. Un bit est un élément qui prend la valeur 0 ou la valeur 1. Avec 8 bits, donc un byte, on appelle un byte, un octet, combien de caractères peut-on coder? Combien de caractères peut-on coder? C'est exactement le même type de question. D'accord. Eh bien, on va symboliser ici un byte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va écrire un choix possible. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0 par exemple. Donc pour le premier bit ici, on a 2 choix possibles. On a 2 choix possibles pour le deuxième. Donc ils vont se multiplier entre eux. Et ainsi de suite. Tac, tac, tac. On a de nouveau 2 choix là. Donc si on revient à notre tableau du départ ici, notre petit n, c'est le nombre de bits, il est égal à 8. Et on va choisir, non, je dis n'importe quoi. Le petit n, il est égal à 2, c'est les états possibles. D'accord. On choisit si on met le bit à 0 ou à 1, donc petit n est égal à 2. Par contre, petit p est égal à 8. Et on est dans ce schéma ici où les répétitions sont possibles. C'est pas parce qu'on a mis un 1 en première position qu'on ne peut pas le répéter. Et l'ordre importe également. Donc c'est 2 à la puissance 8. D'accord. Ici, on a 8 fois le facteur 2, donc ça fait 2 à la puissance 8, qui est égal, si je ne m'abuse, à 256. Voilà. Suivant. Donc 7. Raymond Queneau, poète, a écrit un ouvrage intitulé 100 000 milliards de poèmes. Il est composé de 10 pages contenant chacune 14 vers. Symbolisé ici, vous voyez, chacune des pages a 14 bandelettes. Et on peut faire défiler les bandelettes pour choisir laquelle parmi les 10 pages du livre on choisit, et ça forme ainsi un vers quand on le lit un poème de 14 vers quand on le lit de haut en bas. Et on nous demande de justifier le titre de l'ouvrage, c'est-à-dire on imagine donc, que le nombre de poèmes possibles obtenus de la sorte en choisissant une bandelette pour chacune des 14 lignes, on obtient bien 100 000 milliards. Eh bien, quel est le N et quel est le P correspondant à notre question de départ? Eh bien, pour chacune des 14 lignes ici, de l'ouvrage, on doit choisir, on peut les faire défiler, on doit choisir laquelle parmi les 10 pages du livre on garde pour ce niveau de bandelette. D'accord. Donc l'ensemble parmi lequel on choisit, c'est l'ensemble 1 à 10. Le petit n, il est égal à 10, puisque pour que chaque bandelette, on choisit, si on prend la bandelette de la première page, la bandelette de la deuxième page, de la troisième page, ou ainsi de suite, jusqu'à la 10e page. Donc petit n est égal à 10. Et combien de choix doit-on opérer? Pour chacune de ces 14 lignes, pour chacune de ces 14 niveaux de bandelettes, on doit choisir laquelle des pages on refait. Donc la solution dans ce cas-là, c'est de nouveau, donc c'est l'ordre importe et les répétitions sont possibles. On a donc 10
qui est égal au petit n à la puissance 14 qui est égal à petit p, choix possible de fabriquer un poème, et 10 à la puissance 14, c'est 10 à la puissance 5 fois 10 à la puissance 9, et 10 à la puissance 5 c'est 100 000, et 10 à la puissance 9 c'est 1 milliard, ce qui fait bien 100 000 milliards, comme le titre de l'ouvrage. Au suivant, donc la question numéro 8. Une personne a 11 amis très proches et souhaiterait organiser un dîner avec 5 d'entre eux. Combien a-t-elle de choix possibles? Même question si de plus 2 des amis ne peuvent venir qu'ensemble. Même question si au contraire 2 des amis ne peuvent pas se voir. Ok, allons-y. Donc, la première partie de la question, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'on a 11 amis et on veut organiser un dîner avec 5 personnes. Donc, quel est le cas parmi les 4 ici qui nous intéressent? Donc, le petit n, c'est ici ceux parmi lesquels elle doit choisir. Donc, c'est 11, c'est nos 11 amis. Et le nombre de choix à opérer, c'est P, qui est donc égal à 5. Est-ce que la répétition est possible? Non, on ne peut pas choisir 2 fois la même personne pour le même dîner. Et est-ce que l'ordre a de l'importance? Non, les 5 personnes qu'on invite, peu importe l'ordre, elles sont toutes à la maison. Donc, c'est ici le nombre de combinaisons de 5 parmi 11. La première réponse ici, c'est 11, 5, qui est égal à 11 factoriel divisé par 5 factoriel fois 6 factoriel. Je vous laisse faire le calcul exact de la solution. Alors, la deuxième partie de la question, qu'est-ce qu'on nous disait? On nous disait maintenant, il y a 2 personnes qui ne peuvent venir qu'ensemble parmi ses amis. Alors, j'imagine qu'elles sont fixées à l'avance, ces personnes. Donc, disons que ce soit par exemple la personne 1 et la personne 2 parmi nos... Disons qu'on donne un numéro à chacun de nos 11 amis, et là, on dit que la personne 1 et la personne 2, ou bien elles viennent toutes les deux, ou bien il n'y en a aucune des deux qui vient. Bon. Alors là, il faut un peu distinguer les cas pour faire le dénombrement. Donc, imaginons qu'elles viennent, ces 2 personnes. Donc, si elles viennent, elles viennent toutes les deux. Et si elles viennent toutes les deux, comme je dois faire un dîner avec 5 amis, il m'en reste 3 à choisir. Et parmi lesquels? Parmi ceux qui restent. Alors, comme on a dit que la personne 1 et la personne 2 venaient, il n'y a plus que 9 personnes. Il n'y a plus qu'un groupe de 9 personnes parmi lesquelles je dois choisir les 3 restants. D'accord? Donc, parmi les 9 personnes qui ne sont pas la personne 1 et la personne 2, je dois choisir les 3 restants. D'accord? Donc, ça, c'est si j'invite la personne 1 et la personne 2. Maintenant, il y a aussi les cas où la personne 1 et la personne 2 ne viendront pas. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui me reste à choisir? Eh bien, je dois choisir les 5 personnes pour mon dîner, mais parmi les 9 restantes, puisque je n'ai pas choisi la personne 1 et la personne 2. Et ça fait bien l'ensemble de tous les cas possibles. Donc, de nouveau, je vous laisse faire le calcul. Donc, ça fait 9 factoriel sur 3 factoriel fois 6 factoriel plus 9 factoriel divisé par 5 factoriel fois 4 factoriel. Voilà. Et enfin, la dernière partie de la question, cette fois on nous disait qu'il y en a 2 qui ne peuvent pas se voir parmi les 11. Et donc, ou bien il n'y en a aucun des 2 qui vient, ou bien il y en a un des 2 qui vient, mais à ce compte-là, le deuxième ne peut pas venir. Donc, supposons de nouveau, sans perte de généralité, quitte à les renommer, que ce sont les personnes 1 et 2 qui ne peuvent pas se voir. Bon, alors, j'ai d'abord la solution facile qui est de les choisir, de n'en choisir aucun des 2. D'accord? Ils n'avaient qu'à ne pas être difficiles. Donc, il me reste à choisir mes 5 personnes parmi les 9 restantes. D'accord? Donc, ça, c'est le cas où ni la personne 1 ni la personne 2 ne viennent. Alors, supposons maintenant que j'invite la personne 1. Donc, si j'invite la personne 1, je ne peux pas inviter la personne 2. Et donc, il me reste à inviter 4 personnes, puisqu'il faut qu'on soit 5 au total. Parmi combien? Parmi les 9 restantes, puisque je ne peux pas prendre la 2. Donc, de nouveau, parmi les 9 personnes restantes, je vais en choisir 4.
Ça, c'est si j'ai fait venir la personne 1. Mais maintenant, je pourrais aussi faire venir la personne 2. En quel cas, la personne 1 ne peut pas venir. Et de nouveau, je dois, pour qu'on soit 5 au total, je dois en choisir 4, 4 parmi les 9 restantes. D'accord? Donc ça, ici, là, ça, c'est les cas où ni la personne 1 ni la personne 2 ne viennent. Là, la personne 1 vient, mais la personne 2 ne vient pas. Il me reste à en choisir 4 parmi 9. Là, la personne 2 vient, mais la personne 1 ne vient pas. Et il me reste à en choisir 4 parmi 9. De nouveau, vous faites la somme et vous obtenez la réponse numérique. Suivant. Exercice suivant. Combien le nombre 1800 a-t-il de diviseurs? Ok, combien le nombre 1800 a-t-il de diviseurs? Alors, vous avez très certainement déjà entendu parler de ce qu'on appelle la factorisation en nombre premier. Donc, 1800, comment ça s'écrit? 1800, alors attendez, je vais le faire petit à petit, hein, voilà, je ne vais pas vous donner la réponse tout crue, comment je le ferai dans ma tête. 1800, pour moi c'est 18 fois 100, et donc 18 fois 10 fois 10, d'accord. Donc des facteurs de 2, combien j'en ai? J'en ai 2, ici ça c'est 2 fois 5, ça c'est 2 fois 5, et 18 c'est 2 fois 3 fois 3. Donc j'ai un 2 à la puissance 3, d'accord, puisque j'ai un 2 là, un 2 là et un 2 là. Ensuite, j'ai des 3, alors ici j'ai un 3 fois 3, pour faire 9, donc fois 3 à la puissance 2, et puis j'ai un 5 ici et un 5 là, donc fois 5 au carré. D'accord? Donc ça, c'est 1800. Alors, qu'est-ce que ça va être qu'un diviseur de 1800? Si un nombre divise 1800, il doit forcément être de la forme 2 à la puissance quelque chose, fois 3 à la puissance quelque chose, fois 5 à la puissance quelque chose, avec ces puissances qui sont plus petites ou égales à 3, 2 et 2 respectivement. D'accord? Et par conséquent, donc un diviseur, j'écris ici, un diviseur de 1800, c'est de la forme, c'est écrit comme 2 à la puissance alpha, fois 3 à la puissance bêta, fois 5 à la puissance gamma, avec alpha qui doit être plus petit ou égal à 0, plus petit ou égal à alpha, plus petit ou égal à 3, 0 plus petit ou égal à bêta, plus petit ou égal à 2, bêta étant, alpha, bêta, gamma étant des nombres entiers, et 0 plus petit ou égal à gamma, plus petit ou égal à 2. D'accord? Donc combien j'ai de choix pour alpha? Eh bien, j'en ai 4, n'est-ce pas? Puisque j'ai 0, 1, 2 ou 3. Combien j'ai de choix pour bêta? J'en ai 3. Combien j'ai de choix pour gamma? J'en ai 3. Ces 3 choix sont indépendants, et donc le nombre de diviseurs de 1800, eh bien, j'ai 4 choix possibles pour alpha, 3 choix possibles pour bêta, et 3 choix possibles pour gamma, ce qui nous fait 3 fois 3, 9 fois 4, 36 diviseurs. Voilà. Très bien. Eh bien, voilà qui est pour l'exercice 1. Eh bien, allons-y donc pour l'exercice 2. Alors l'exercice 2, ce n'est pas vraiment un exercice sur les probabilités, c'est plus un exercice sur le fait que vous ayez compris cette notation somme. On nous demande donc n est un entier, on note E indice petit n, l'ensemble des entiers entre 1 et n, donc 1, 2, 3, 4 jusqu'à n, qui ne sont pas divisibles par 3. Ok. En, l'ensemble des entiers de 1 à n qui ne sont pas divisibles par 3, écrire sans le symbole somme les termes suivants. Alors on va les faire un par un. Somme pour k appartenant à E6 de k. Ok. Somme pour k appartenant à E6 de k.
Bon, écrivons d'abord ce que c'est que E6. Donc, on nous a dit que En, c'est l'ensemble des nombres entre 1 et 6 qui ne sont pas divisibles par 3. Bon, 1, c'est pas divisible par 3. 2, c'est pas divisible par 3. 3, c'est divisible par 3, je le saute. 4, ça n'est pas divisible par 3. 5, ça n'est pas divisible par 3. Et 6, c'est divisible par 3, donc je le saute. Voilà notre E6. Par conséquent, somme pour K appartenant à E6 de K, eh bien, ça fait 1 plus 2 plus 4 plus 5, ce qui, si je ne m'abuse, doit faire 12. C'est ça? Ok, voilà pour le premier. Je rechange. Quel était le deuxième? Somme pour i allant de 1 à 4, de somme pour j à ei de 1 sur j. Ok, alors, donc ça c'était le premier point. Le deuxième point, somme pour i allant de 1 jusqu'à 4, je mets des parenthèses même si on n'a pas mis dans l'énoncé, en fait, il y a une parenthèse, somme pour j appartenant à ei de 1 sur j. D'accord? Alors, donc là j'ai besoin de quoi? I va de 1 jusqu'à 4 et ensuite j, il navigue, une fois que i est fixé, j, il navigue dans ei. Donc je vais avoir besoin de E1, de E2, de E3 et de E4. Bon, je les écris ici. E1. E1, c'est quoi? C'est les nombres entre 1 et 1 qui ne sont pas divisibles par 1. Il n'y a rien dans E1. D'accord? E1, c'est l'ensemble vide. E2, c'est quoi? C'est les nombres entre 1 et 2 qui ne sont pas divisibles. Ah, pardon, excusez-moi, peut-être je me suis trompé dans l'énoncé. Entre 1 et n qui ne sont pas divisibles par 3. Pardon, c'est toujours par 3. Donc, je me corrige. Si je veux bien. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Oups, pardon. Tac, voilà. Hop, E1, l'ensemble des éléments qui ne sont pas divisibles par 3. 1, ça n'est pas divisible par 3. 1, 2, ça n'est pas divisible par 3. On va avoir besoin de E3. D'accord? Les nombres entre 1 et 3 qui ne sont pas divisibles par 3, eh ben, c'est de nouveau 1, 2. Et on va avoir besoin de E4 qui est égal à 1, 2 et 4. Donc, eh bien, quand i vaut 1, je dois prendre la somme pour les j dans E1. Donc, j, il va valoir 1. Attendez, j'essaie de jongler à la fois avec ma souris et mon stylo. J'apprends, je découvre. Donc, la première parenthèse, ça va être 1 sur 1. D'accord? Plus, ça c'est ma première parenthèse. Ça c'est quand i est égal à 1. Maintenant, quand i est égal à 2, j navigue dans E2. Donc, je vais faire 1 sur 1 plus 1 sur 2. Ok. Ensuite, lorsque i vaut 3, j il navigue dans E3, et donc 1 sur 1 plus 1 sur 2. Et enfin, lorsque i vaut 4, j il va naviguer dans E4, c'est-à-dire dans 1, 2, 4, donc 1 sur 1 plus 1 sur 2 plus 1 sur 4. Voilà, on a réécrit cette somme sans le sigle somme. Je vous laisse faire le calcul, ça n'a pas grand intérêt, si ce n'est pour entraîner vos ménages. Très bien, quel était le suivant? Alors, somme pour R appartenant à E7, de somme pour S allant de R. Ouh là là, faudrait que j'ai. Alors, somme, je vais le faire en deux, je vais l'écrire en 2 fois parce que sinon. Somme pour R appartenant à E7 de la somme pour S égale R pour S égale R jusqu'à R plus 2 de S à la puissance R. Ok. De S à la puissance R. Alors, E7, eh ben, on ne l'a toujours pas écrit, notre E7, écrivons-le, E7.
Donc c'est les nombres entre 1 et 7 qui ne sont pas divisibles par 3. Donc 1, 2, 4, 5, 7. Alors, je fais d'abord R égale 1. D'accord? Lorsque R égale 1, j'ai la somme pour S allant de 1 jusqu'à 3. D'accord? Donc la somme pour S allant de 1 jusqu'à 3, mon R vaut 1, je vous rappelle. Donc 1 à la puissance 1, plus maintenant S vaut 2, 2 à la puissance 1. En haut, c'est toujours mon R qui vaut 1 là dans ma première parenthèse, plus 3 à la puissance 1. Okay? Là, j'ai fait cette somme intérieure ici, ce premier terme ici, lorsque R vaut 1. Maintenant, je vais faire lorsque R vaut 2. Maintenant, R vaut 2 et je regarde cette somme intérieure. Donc, ça va faire une somme pour S allant de 2 jusqu'à 4. Donc, j'ai 2 à la puissance R vaut 2, plus 3 à la puissance 2, plus 4 à la puissance 2. Ainsi de suite. Maintenant, R vaut 4. Donc, ça va me faire 4 à la puissance 4, plus 5 à la puissance 4, plus 6 à la puissance 4. R vaut 5, 5 à la puissance 5, plus 5, pardon, plus 6 à la puissance 5, plus 7 à la puissance 5. Et enfin, R vaut 7. Quand R vaut 7, S, il va aller de 7 jusqu'à 9. Et je fais S à la puissance 7. Donc 7 à la puissance 7, plus 8 à la puissance 7, plus 9 à la puissance 7. Alors ça, si vous arrivez à faire ce calcul mentalement, chapeau. Sinon, vous utilisez votre calculatrice. Ok, ben ça termine notre exercice 2. Et on passe donc à l'exercice 3. Ok, donc exercice numéro 3. On nous dit, parmi les étudiants de Sorbonne Université, 60% pratiquent le curling, 50% le Krav Maga, je ne sais pas ce que c'est, 70% le bobsleigh. De plus, 30% font à la fois du curling et du Krav Maga, 35% font du curling, etc. Donc on nous donne tous les pourcentages. Quelqu'un prétend que 20% des étudiants pratiquent les 3 sports. Est-ce possible? Ok. Bon, donc vous voyez, nous donne un certain nombre de pourcentages. Alors si je prends par exemple ne fût-ce que le nombre de gens qui pratiquent du curling, du Krav Maga et du bobsleigh, ça s'additionne au-delà de 100%. Ça veut dire qu'évidemment, il y a des étudiants qui font plusieurs sports en même temps. Et donc il y a un certain nombre d'étudiants qui vont faire à la fois du curling et du bobsleigh et ainsi de suite. Et il faut vérifier que ces chiffres sont plausibles. Alors on va faire un petit dessin. Donc je reviens ici. Alors donc ça c'était l'exercice 2. Ça, c'était l'exercice 2 et on est maintenant ici à l'exercice 3. Donc, on a trois critères. Est-ce qu'on fait du curling? Est-ce qu'on fait du Krav Maga? Et est-ce qu'on fait du bobsleigh? D'accord? Et je trace ces ensembles avec des intersections non vides. Il pourrait que certaines soient vides, mais on va mettre les chiffres à l'intérieur. Donc ce qu'on nous dit, qu'est-ce que c'était? Voilà, 60% pratiquent le curling. Ça veut dire que ce cercle entier, là, la proportion d'étudiants, tout ça, ce serait 60%. Le Krav Maga, c'était 50, si ma mémoire est bonne, et le bobsleigh, 70. Donc maintenant, il faut qu'on mette des pourcentages ici dans les intersections pour que tous ces chiffres soient en cohérence. Alors la question qu'on nous pose, c'est qu'on nous dit, quelqu'un prétend que 20% des étudiants pratiquent les 3 sports. D'accord? Donc ça, c'est notre variable de départ. Donc quelqu'un prétend ici que cette partie-là, ceux qui pratiquent à la fois du curling, du Krav Maga et du bobsleigh sont 20%. Une fois qu'on a cette donnée-là, on peut retrouver toutes les autres. Pourquoi?
Parce qu'on nous dit, par exemple, voyons ici, on nous dit que 30% font à la fois du curling et du Krav Maga. Donc si je reviens là, ceux qui font à la fois du curling et du Krav Maga, c'est toute cette partie-ci. D'accord? C'est tout ça. Donc si tout ça c'est 30% et que là on m'a prétendu que c'était 20, ça veut dire que ici, là, j'ai 10% de pratiquants. Alors voyons maintenant ici. Donc ceux qui pratiquent à la fois du Krav Maga et du bobsleigh, on me dit également que c'est 30%. Donc ça veut dire que ici j'aurai 10% de pratiquants. Et maintenant ceux qui font ici là à la fois du Krav Maga et du bobsleigh, c'est tout ça, mais comme j'en ai 20 déjà dans l'introduction, du Krav Maga, pardon, pas du Krav Maga, c'est curling, du curling et du bobsleigh, j'en ai 35% qui font du curling et du bobsleigh, donc tout ça là, ça fait 35, si j'en ai déjà 20 là, c'est que j'en ai 15 ici, d'accord, donc j'en ai 15 ici. Et maintenant, je vais en déduire aussi ces trois parties là blanches qui restent, puisque quoi? Du curling, on nous avait dit que c'était 60%. Tout le C, là, ça doit faire 60. J'ai déjà 10, 20 et 15. 10, 20 et 15, ça fait 45. Et donc, pour arriver à 60, ça signifierait que ici, il y a 15% de gens qui font du curling et uniquement du curling. Krav Maga, c'était 50%. 50%, j'en ai déjà 10, 10 et 20, ce qui fait 40, donc il y aurait 10% de gens qui ne font que du Krav Maga. Et le bobsleigh, je m'en souviens, c'était 70. Or, j'en ai déjà, pareil, 45, donc il y aurait 25% des gens qui font du bobsleigh, qui ne font uniquement du bobsleigh. Alors, ces chiffres sont-ils plausibles? Non, parce que ça ne correspond pas au sport qu'on pratique en France, mais est-ce qu'ils sont possibles? Eh bien, qu'est-ce que ça signifie qu'ils sont possibles? Bon, il manque un chiffre ici, il manque un nombre pour faire l'entièreté de la population. On n'a pas encore donné le pourcentage d'étudiants qui ne font aucun sport. D'accord? Il faudrait rajouter ici, je vais le mettre à l'intérieur, il faudrait mettre une case ici que je mette le pourcentage de gens qui ne font ni du curling, ni du Krav Maga, ni du bobsleigh, et tous ces nombres devraient s'additionner, donc ceux-là avec celui qu'on mettrait ici, devraient s'additionner pour faire 100% de la population étudiante. Donc la question de savoir est-ce que le chiffre 20, le nombre 20 là, qu'on nous avait donné est possible ou pas, c'est de savoir si la somme de tous ces pourcentages qu'on a obtenus ici est plus petite, ou égale à 100, auquel cas je pourrais mettre un nombre positif ou nul ici, mais si tous ces nombres ici ont une somme qui est déjà supérieure à 100, c'est pas cohérent, c'est pas possible. Eh bien, faisons la somme, 10 plus 10 plus 10, ça fait 30, plus 20, ça fait 50, plus 30, ça fait 80, plus 25, on aurait déjà 105% de la population ici, ce qui donnerait moins 5, ici pour sommer à 100, ça n'a évidemment pas de sens, et donc ce nombre de 20% de pratiquant les trois sports n'est pas possible. Et peut-être une question que vous pourriez vous poser pour aller un petit peu plus loin dans l'exercice, c'est qu'est-ce qu'il faudrait faire, comment il faudrait le modifier pour atteindre une situation plausible? Est-ce qu'il faut plutôt l'augmenter ou le diminuer? D'accord? Je vous laisse réfléchir. Très bien, au suivant. Très bien, donc maintenant l'exercice 4. Donc on nous dit n est un entier naturel non nul, et on rappelle qu'une permutation de n éléments, c'est la même chose qu'une application bijective de l'ensemble 1n dans lui-même. D'accord? Donc c'est une manière de réordonner les nombres de 1 à n. Et donc je vous rappelle, ou ce qui est encore équivalent, un arrangement de n éléments parmi n, et il y a donc n factoriel tel arrangement. Et donc maintenant, on nous pose la question de savoir, parmi toutes ces permutations de l'ensemble 1 jusqu'à n, combien y en a-t-il qui ont la propriété que les entiers pairs sont envoyés sur des entiers pairs?
Puisque ce sont des bijections, si les paires sont envoyées sur des paires, les impairs seront envoyés sur des impairs. Et donc, en fait, ce que l'on nous demande de compter, ce sont, parmi toutes les permutations de l'ensemble 1n, quelles sont celles qui vont fixer les paires parmi les paires et les impairs sur les impairs. Donc, exercice 4. Donc, n, c'est le nombre d'éléments que l'on considère. Alors, combien y a-t-il de nombres pairs plus petits que n? Ça dépend de la parité de n. Si n est lui-même un nombre pair, des nombres pairs plus petits que n, il y en aura n divisé par 2. Et si n n'est pas un nombre pair, eh bien ce sera la partie entière de n divisé par 2, ou ce qui est égal à n-1, le tout divisé par 2. Donc c'est ce qu'en mathématiques on note partie entière. Donc je vais noter m, le nombre n sur 2, n divisé par 2 si n est pair, et n-1 divisé par 2 sinon, donc c'est la partie entière de n divisé par 2. Donc ça c'est le nombre de nombres pairs plus petits que n. D'accord, donc ça c'est le nombre, on va écrire ça en termes de théorie des uns, ça va dire ça c'est le cardinal des éléments k appartenant à n, étoile k plus petit ou égal à n, k est pair. D'accord, et donc n-n, ce sera les impairs. n-m, ça c'est le cardinal de k impair. Bon, un nom que je donne, ce petit m. Bon, par conséquent, combien y a-t-il de permutations qui vont envoyer les pairs sur les pairs et les impairs sur les impairs? Eh bien, il suffit que je fasse une permutation de ces m nombres pairs. Combien il y en a de telles permutations? Il y en a m factoriel, puisqu'il y a m éléments dans l'ensemble. Et à chacune de ces permutations, je peux associer une autre permutation pour les nombres impairs. Les deux groupes sont indépendants les uns des autres, l'un de l'autre, ils ne se voient pas. n-m factoriel. C'est comme ça, voilà. n-m factoriel, je peux effacer cette parenthèse là qui ne sert à rien. Voilà, donc ça c'est le nombre de permutations. Ça c'est le nombre de permutations des pairs, ça c'est le nombre de permutations des impairs, et le nombre total de permutations, c'est à chaque permutation des pairs, je peux associer une permutation des impairs, donc c'est bien le produit des deux qui me donne le nombre total de permutations qui vont fixer les pairs sur les pairs et les impairs sur les impairs. Voilà, on peut maintenant passer à l'exercice suivant. Alors, à l'exercice 5. Donc l'exercice 5 autour de la formule du binôme de Newton. Alors on va commencer par la rappeler, cette formule du binôme de Newton. Je vais l'écrire ici. Exercice 5. Qu'est-ce qu'elle dit, la formule du binôme de Newton? Elle dit que a plus b, a et b étant deux nombres réels quelconques, a plus b à la puissance n, c'est égal à la somme pour k allant de 0 jusqu'à n, des cnk, donc k parmi n, combinaison de k éléments parmi n, a à la puissance k et b à la puissance n-k. On l'écrit souvent dans l'autre sens, c'est symétrique de toute façon, je vais l'écrire dans l'autre sens, donc a à la puissance n-k fois b à la puissance k. Okay. Bon. Alors, revenons à notre exercice. On nous demande d'utiliser cette formule pour étudier le comportement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire étudier le comportement? Regardez quel est l'ordre de grandeur principal de cette fonction f de x, dont l'expression est donnée ici, lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, je vais la recopier, cette fonction. Alors, vous voyez d'abord, avant que je la recopie, la formule du binôme de Newton va intervenir pour développer cette identité, ce terme-ci, x plus 2 à la puissance n. Donc, je réécris ici, on a f de x qui est égal à x plus 2
le tout à la puissance n, moins x à la puissance n, le tout divisé par x à la puissance n-1. Alors, eh bien, si j'utilise cette formule-ci avec a égale x et b égale 2, vous voyez que lorsque k est égal à 0, je vais avoir x à la puissance n fois 1, et puis ici, n, 0, ça fait 1, donc je vais exactement compenser ce terme moins x à la puissance n. Donc le premier terme qui va apparaître ici, c'est n1, ce qui fait n, j'écris comme n1 pour l'instant, fois x à la puissance n-1, fois 2 à la puissance 1, puis je ce terme ici en dessous, donc je le divise, x à la puissance n-1, je peux déjà les simplifier, plus, d'accord, maintenant je vais faire k égale 1, lorsque k égale 2, pardon, n2 fois x à la puissance n-2 fois 2 au carré, divisé par x à la puissance n-1, et ainsi de suite, jusqu'à k égale n, où j'ai nn qui vaut 1, fois x à la puissance 0, donc je ne mets pas, fois 2 à la puissance n, sur x à la puissance n-1. Donc ça, c'est l'expression exacte, sans encore parler de comportement asymptotique, mais maintenant dans la question, on nous demande ici de regarder le comportement lorsque x tend vers plus l'infini. Alors, vous voyez que ce terme, ce qui est passé en pointeur, ce terme-là, lui, il est constant, d'accord, il ne dépend pas de x, il vaut 2 fois n, et puis tous ces termes-là, vous voyez que la puissance de x est plus grande au dénominateur qu'au numérateur. Ici, j'ai x à la puissance n-2, et là, j'ai du x à la puissance n-1. Ça, c'est une constante divisée par x, et c'est de plus en plus prononcé lorsque j'avance dans ces termes. Donc, tous ces termes-là sont ce qu'on appelle en mathématiques des petits taux de 1 lorsque x tend vers plus l'infini. Des termes qui vont tendre vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Et donc le comportement asymptotique de la fonction f de x, eh bien, elle a une limite qui est égale à 2n lorsque n tend vers plus l'infini. Voilà, alors ça c'était le petit 1. C'est le petit 1. Petit 2. Qu'est-ce qu'on nous demande au petit 2 ? Alors, en se basant sur la formule du binôme de Newton, calculer. Alors, écrivons. Alors, il y a petit 2, petit a. Petit 2, petit a. Qu'est-ce que c'était? Somme pour k allant de 0 jusqu'à n, des nk xk. D'accord? X à la puissance k. Alors, regardez. Si je fais le parallèle avec cette identité-là, vous voyez que j'ai envie d'écrire ici xk, c'est la même chose que 1 fois xk, et 1, c'est 1 à la puissance n-k, d'accord, n'importe quelle puissance de 1, ça fait 1, et par conséquent, vous voyez, par la formule du binôme de Newton, c'est un n ici, et par la formule du binôme de Newton, ça c'est égal à 1 plus x à la puissance n. Voilà. Alors, petit b, cette fois il n'y a plus rien sur la droite. Vous voyez, petit b c'est exactement c'est a avec x égale à 1. Si vous regardez l'expression de petit b, et donc c'est égal, je remplace x par 1 ici, ça nous donne 2 à la puissance n. D'accord. Au passage, ceci représente le nombre de sous-ensembles à k éléments parmi n, et donc ça c'est une autre formule, c'était une des démonstrations qu'on avait données pour montrer que le nombre de parties d'un ensemble à n éléments, c'est 2 puissance n.
Et maintenant le petit c, ben, vous voyez que ça correspond à prendre petit a égale 1 et petit b égale moins 1. Le petit c, c'est la même formule avec a égale 1 et b égale moins 1. Et donc ça va nous faire a plus b, c'est-à-dire 1 plus moins 1 à la puissance n, ce qui fait 0 à la puissance n, ce qui fait 0. Très bien. Ensuite, petit 3. Petit 3. Ah. C'est un poil plus compliqué. Petit 3. On va prendre une nouvelle feuille. Nouvelle image. Alors, petit 3. Alors, on nous demande de l'écrire k fois x à la puissance k. Alors, somme pour k allant de 0 jusqu'à n d n k fois k fois x à la puissance k. D'accord. Bon, alors on a montré à l'étape précédente que la somme pour k allant de 0 à n d n k fois x à la puissance k, ça c'était égal, c'était le petit a du point précédent, à x plus 1, le tout à la puissance n. Bon, alors pourquoi je fais ça? Parce que vous voyez, k fois x à la puissance k, ça ressemble à une puissance de x près. C'est presque la dérivée de x à la puissance k. C'est x fois la dérivée de x à la puissance k. Donc, pour retrouver cette formule, je vais partir de cette égalité-là et je vais la dériver. D'accord? Je vais mettre des couleurs. Voilà, je vais faire ça. Si je fais ça, je prends la dérivée. Je prends le prime de ça. D'accord? Je prends le prime de ça. Qu'est-ce que ça me donne ici? Je prends la dérivée. J'obtiens somme pour k allant de 0. La dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Une constante, elle reste devant. Et la dérivée de x à la puissance k, c'est k fois x à la puissance k-1. D'accord? Et puis la dérivée à droite, c'est quoi la dérivée de x plus 1 à la puissance n? Eh bien, c'est n fois x plus 1 à la puissance n-1. Bon, alors vous voyez que entre cette formule-là, cette expression-là que je devais calculer, et celle-là, il n'y a pas une grande différence. Il suffit que je rajoute, je vais repasser en bleu, je vais rajouter, je vais faire fois x ici, donc j'ai ça égale ça, ok, puisqu'ils sont égaux là, ils sont égaux là. Si deux fonctions sont égales, leurs dérivées sont égales, et ces deux expressions, je vais les multiplier par x. D'accord? Je multiplie par x ici, je multiplie par x là, de sorte que x à la puissance k-1 fois x, ça me donne x à la puissance k. Et maintenant, vous voyez que ce terme-là, c'est exactement la même chose que celui-ci. Et par conséquent, la somme que l'on devait calculer, eh bien la voici. Ok. Donc ça, c'était le 3a. Ça, c'était le 3 petit a. On va faire le petit b ici. Le petit b, qu'est-ce qu'on nous demande? Ben, vous voyez que c'est la même chose. Le petit b, c'est la même chose que le petit a, avec x égale à 1, simplement. C'est comme précédemment, ça c'est a avec x égale 1. Donc qu'est-ce que je fais? Ben, je remplace par 1 ici, et donc j'obtiens, qu'est-ce que ça me donne? N fois 1 plus 1, c'est-à-dire 2 à la puissance n-1 fois 1. Ok, petit c. Qu'est-ce qu'on nous demande au petit c? Alors, c'est similaire, sauf que c'est des fractions, des multiplications, 1 sur k plus 1. Donc, on nous demande somme pour k allant de 0 jusqu'à n, dn k, 1 sur k plus 1 fois x à la puissance k. On vérifie, oui, c'est bien ça. Ok. Alors, vous voyez, là, on avait vu apparaître quelque chose qui ressemblait
un facteur de x près à la dérivée de x à la puissance k, bah, là on voit quelque chose qui ressemble, quand on a du 1 sur k plus 1, ça ressemble à la primitive de x à la puissance k, parce que la primitive de x à la puissance k, la primitive qui s'annule en 0, c'est 1 sur k plus 1 fois x à la puissance k plus 1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va dire, qu'est-ce qu'on va dire? On va repartir de notre formule ici, là. Donc, je réécris celle de tout à l'heure, somme pour k allant de 0 à n de nk xk est égal à x plus 1 à la puissance n. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais non pas dériver, mais primitiver. Je vais prendre la primitive, l'intégrale de 0 jusqu'à, alors je change la variable, si je fais ça, disons y de ceci dx est égal à l'intégrale de 0 à y de ceci dx. Alors qu'est-ce que ça me donne? Ceci c'est égal à la somme, l'intégrale d'une somme c'est la somme des intégrales de 0 à n dnk 1 sur k plus 1. Attention, c'est plus un x, c'est un y maintenant, c'est une variable muette à la fin. Y à la puissance k plus 1 est égal à 1 sur n plus 1 y plus 1 à la puissance n plus 1. Attention, donc la primitive de cette fonction, mais quand je l'évalue en y, ça fait ce terme-ci. En 0, c'est pas nul. D'accord? En 0, c'est pas nul. Donc, ça me fait moins 1 à la puissance n plus 1, donc moins 1. Qu'est-ce que je fais ensuite? Entre l'expression que j'ai ici et celle que je veux calculer, bon, je peux remplacer x par y. Une fois que j'ai cette égalité-là, je vais revenir en bleu. Je remplace maintenant y, j'appelle x. Y, je l'appelle x. Et qu'est-ce que je fais? Ben, je divise par x. Je retire une puissance de x. D'accord? Je retire une puissance de x, et donc j'ai ceci, le tout divisé par x. Donc ceci, in fine, c'est égal à 1 sur n plus 1 que multiplie x plus 1 à la puissance n plus 1 moins 1, le tout divisé par x. Ce n'est pas singulier en x égale à 0, parce que vous voyez, si vous développez ceci, le terme indépendant, ce sera 1 moins 1, donc dans ceci, ce polynôme-ci, il est bien divisible par x, et ça nous donne in fine un polynôme. Ok. Eh bien, c'en est tout pour l'exercice 5. Alors, on passe maintenant à l'exercice 6 sur ce qui est indiqué ici, être la série géométrique. Alors, appelons. Donc, qu'est-ce que la série géométrique? D'abord, un petit rappel, ou peut-être pas un rappel d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on appelle? Donc, on a dit exercice 5, la série géométrique. Alors, géométrique, c'est par opposition à arithmétique. Avec une série arithmétique, c'est une série dont les incréments sont constants. Et la série géométrique, c'est la série, c'est on calcule donc la série de raisons R, la série de ce qu'on va appeler la raison R, c'est quoi? Eh bien, c'est 1 plus R au carré plus R au cube
et ainsi de suite. En termes mathématiques, c'est ce qu'on écrit la somme pour k allant de 0 jusqu'à plus l'infini de r à la puissance k. Okay. Bon, alors, et la question est combien vaut cette série? Est-ce qu'elle converge et combien elle vaut? Alors, vous voyez que si r est plus grand que 1, ben, ces termes ils vont être de plus en plus grands. R carré sera plus grand que 1, R cube sera encore plus grand, et ainsi de suite. Donc ça ne va certainement pas converger, cette somme tend vers plus l'infini. Pareil si R est plus petit que moins 1. Alors si R est compris strictement entre moins 1 et 1, eh bien cette série va converger, et on peut calculer explicitement sa valeur de la manière suivante. Regardons ce qui se passe simplement si on fait ce que j'ai écrit là-haut, mais je vais m'arrêter 1 plus R carré. Je vais m'arrêter à un certain moment. Je vais dire plus R à la puissance, on va l'appeler grand N, l'indice à laquelle je m'arrête. Voilà. D'accord? Donc cette série-là, il faut se poser la question de savoir à quoi va ressembler cette somme quand n devient de plus en plus grand. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va la multiplier, pour voir ce qu'elle donne, on va la multiplier par 1 moins r, et on va distribuer. D'accord? On va distribuer, et on va regarder les termes de même puissance. Alors le terme où il n'y a pas de r, vous voyez, j'ai du 1 fois 1, je le réécris. Alors, qu'est-ce qui est en puissance 1 de r? Pour avoir du r, ben, j'ai soit ce 1 fois moins r, ce qui me donne du moins r, et puis j'ai plus r fois 1, donc j'ai du moins r plus r, donc plus 0 fois r. Alors combien j'ai de r carré? Pour faire du r carré, c'est du r avec du r, si j'ai fait ça avec ça, ça fait moins r carré, et puis j'ai le r carré avec le 1, donc moins r carré plus r carré, de nouveau plus 0 fois r carré. Et ainsi de suite. Si vous regardez ce qui se passe, les deux termes vont à chaque fois s'annuler, d'accord, jusqu'à ce qu'il ne me reste plus que le terme en r à la puissance n plus 1, donc ils sont tous nuls, donc plus 0 fois r à la puissance grand N, sauf le dernier, qui va être en moins une fois r à la puissance n plus 1. D'accord? Donc vous voyez tout cela, tous les intermédiaires, je peux les éliminer. Il me reste 1 moins r à la puissance n plus 1. Donc, ce qu'on vient de voir d'un point de vue mathématique, c'est que la somme tronquée, donc la somme pour k allant de 0 jusqu'à grand N de r à la puissance k, ça c'est une identité, une égalité, ça fait 1 moins r à la puissance n plus 1 divisé par 1 moins r. D'accord? À condition que r soit différent de 1. Pardon. Si r égale 1, ben vous voyez que cette somme, tous les termes sont égaux à 1, et donc ça vaut n plus 1. Alors, on peut le mettre si on veut par complétude, mais ça n'a pas grande importance ici. Ça fait n plus 1 si r est égal à 1. Et donc vous voyez que, eh bien, si r en valeur absolue est plus petit, vous passez mon pointeur ici, vous voyez que si r en valeur absolue est plus petit que 1, eh bien r à la puissance n plus 1, quand n est grand, ça va tendre vers 0. Un nombre plus petit que 1 qui est mis à une grande puissance, ça va tendre vers 0. Donc, si valeur absolue de r est strictement plus petit que 1, la somme pour k allant de 0 à grand N de r à la puissance k, ça va tendre vers quoi? 1 moins 0 divisé par 1 moins r, donc vers 1 sur 1 moins r, lorsque grand N tend vers plus l'infini. D'accord? Et bien dans ce cas-là, on remplace ce grand N ici par un plus l'infini, et on dit plus tant, et on dit égal cette expression-là. Okay? Voilà. Donc ça, c'est la série géométrique. Alors, quelle est la question qu'on nous pose? On nous demande de montrer
Alors, ça n'a pas grand-chose à voir avec les probabilités, mais on nous demande de montrer que le nombre décimal dont l'écriture est présentée ici, donc celui qui s'écrit 0,9999999, en réalité, c'est le même nombre réel que le nombre 1. C'est quelque chose que vous avez déjà vu. Alors, qu'est-ce que c'est que ce nombre-là, 0,9999? Vous voyez que c'est la série des 9 sur 10 à la puissance k, d'accord? 9 dixièmes plus 9 dixièmes plus 9 centièmes plus 9 millièmes et ainsi de suite. Donc réécrivons cette série et utilisons la formule que l'on vient de voir. Alors, je prends une nouvelle feuille. Voilà, donc on nous pose la série, oups, en bonne couleur. La série pour k, alors ça commençait à 1, c'était à 9 dixièmes, k allant à 1 jusqu'à plus l'infini de 9 divisé par 10 à la puissance k. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre 9 dixièmes en évidence. Je vais sortir un 9 dixièmes de cette formule, de telle sorte que maintenant, il me reste fois, je mets en évidence. Alors, là, je l'appelais k, je peux continuer à l'appeler k, mais maintenant, il va commencer à 0, puisque j'ai sorti, là, ça commençait à des dixièmes. Maintenant, puisque je l'ai mis en évidence, ça va commencer avec la puissance 0. Donc, somme pour k allant de 0 à plus l'infini, ça ne change pas. L'infini moins 1, ça fait l'infini. Des 1 sur 10 à la puissance k. D'accord? Et bien ça, par la formule que l'on vient de voir sur la page précédente, hein, c'est R, ça correspond à prendre R est égal à 1 dixième. Et donc cette série, elle vaut, tout ça, c'est égal à 1 sur 1 moins R, c'est-à-dire 1 sur 1 moins 1 dixième, c'est-à-dire 10 neuvièmes. Et donc le produit de 9 dixièmes par 10 neuvièmes, ça fait bien 1. D'accord? Ce qu'on nous demandait. Alors ça, c'était le petit 1. 6, exercice 6, petit 1. Alors, 6, petit 2. Pour x dans 0, 1, en dérivant par rapport à x l'égalité, donc ça c'est celle qu'on a obtenue dans la page de rappel, calculer la série des k fois x à la puissance k. Ok, donc on reprend petit 2, on reprend l'identité. Quelle était-elle l'identité? C'était somme pour k allant de 0 à grand N. Alors j'avais écrit avec un R, là on va l'écrire avec un X, d'accord? Donc ce que j'ai appelé grand R dans la page de rappel, j'appelle ici X pour coller à l'énoncé. X à la puissance K, on a vu que ça faisait, combien ça faisait? Ça faisait X à la puissance N plus 1 moins 1 sur, on écrit là, pas me tromper de... Alors si je l'écris dans ce sens-là, sur x moins 1, mais écrire dans l'autre sens puisque x est plus petit que 1, peu importe, voilà, bon, en tout cas, ça c'est correct. Très bien, ben, dérivons maintenant, on va repasser en rouge. On va repasser en rouge pour qu'il est venu là. Je prends la dérivée de ces deux expressions. Je prends la dérivée de ces deux expressions et donc j'en déduis que la somme pour k allant de 0 à n, la dérivée de x puissance k, c'est k fois x à la puissance k moins 1, c'est égal, alors la dérivée d'une fraction, qu'est-ce que c'est que la dérivée d'une fraction? Eh bien la dérivée du terme du dessus, c'est-à-dire n plus 1 fois x à la puissance n, que multiplie le terme du dessous, c'est-à-dire x moins 1, moins la dérivée du dénominateur, c'est-à-dire 1, fois le numérateur, c'est-à-dire xn plus 1 moins 1, le tout divisé par le carré
du dénominateur. Donc sur x moins 1 au carré. Voilà, ça c'est la formule. Et ce qu'on nous demande, ce n'est pas tout à fait ça, c'est somme des k fois xk. Somme des k fois xk, bien simplement je vais rajouter, hop, je repasse en bleu, je vais rajouter une puissance de x. Si j'ai ça égale ça, maintenant je multiplie par x ici à gauche, je multiplie par x ici à droite, et là j'ai ce que je voulais, d'accord, ça c'est somme. Donc maintenant là c'est bien somme pour k allant de 0 à n dk fois xk, et bien ça me donne tout ce pâté là. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui saute aux yeux à mettre en évidence? On pourrait, on va le laisser comme ça, n plus 1 fois, alors je vais mettre quand même x à la puissance n plus 1 fois x moins 1 moins x fois x à la puissance n plus 1 moins 1, le tout divisé par x moins 1 au carré. Voilà. Alors, le petit... Non, il n'y a pas de petit 3. Et proposer une façon systématique de calculer somme pour k allant de 0 à plus l'infini de k à la puissance n fois xk pour tout entier n plus grand que 1. Pour tout entier n plus grand que 1. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Vous voyez, une fois qu'on a obtenu cette expression-là, une fois que j'ai obtenu l'expression, je vais le faire ici, à partir de l'expression, je vais faire la première étape et puis vous allez voir que les suivantes sont de même nature, de l'expression de somme pour k allant de 0 à n dk x à la puissance k, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On la redérive. Si c'est celle-ci, si je la redérive, tac, qu'est-ce que ça va me donner? C'est pareil, c'est pas les choses. Eh bien, je vais obtenir la somme pour k allant de 0 jusqu'à n dk carré x à la puissance k moins 1. D'accord, ce qui va me donner l'expression, la dérivée de cette expression-là. Et puis de nouveau, je repasserai en bleu. Je remultiplie, puis on fait fois x sur les deux expressions, et donc on obtient l'expression pour la somme pour k allant de 0 à n dk au carré xk. Voilà, donc il faudrait dériver cette expression-là pour faire cette dérivée-là, et une fois qu'on a dérivé, on multiplie par x. Et on obtient donc une expression pour la somme des k carré xk. Une fois qu'on a fait ça, ben vous voyez, je redérive celle-là, ça va me faire tomber des k cube fois xk moins 1 et je remultiplie par x. D'accord? Donc pour obtenir toutes ces expressions là ici, pour tout entier n plus grand que 1, chaque étape, on commence par dériver l'expression obtenue et ensuite on la multiplie par x. Voilà. Alors, le troisième exercice, alors je vais couper 2 secondes la vidéo le temps de le lire. Voilà, donc qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle donc on a un échiquier qui a 64 cases, et sur la première case de l'échiquier, on va mettre un grain de riz, sur la deuxième case de l'échiquier, on va mettre 2 grains de riz, sur la troisième case, on va mettre 4 grains de riz, et ainsi de suite. On double le nombre de grains de riz sur chaque case. Et on se pose la question de savoir combien de grains de riz auront ainsi été posés sur l'ensemble de l'échiquier. Et ensuite, on nous donne la masse d'un grain de riz et on nous demande de comparer ça avec la consommation annuelle de riz. Bon, alors, écrivons, prenons une nouvelle page. Hop, donc c'est le 6.3. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire sur la première case, on met 1 grain de riz. Sur la deuxième case, on met 2 grains de riz. Sur la troisième case, on met 4 grains de riz, et ainsi de suite.
Et sur la 64e case, on va mettre 2 à la puissance 63 grains de riz. D'accord? Donc ça, du point de vue mathématique, qu'est-ce que c'est? C'est la somme pour k allant de 0 jusqu'à 63 de 2 à la puissance k. Et par la formule qu'on a montrée précédemment, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça fait 2 à la puissance 64 moins 1 sur 2 moins 1. D'accord? C'est-à-dire 2 à la puissance 64 moins 1. Voilà, donc ça fait beaucoup de grains de riz. Et donc le poids, la masse totale, ce sera combien? La masse totale de l'échiquier, eh bien ce sera le nombre de grains de riz fois la masse d'un grain de riz, c'est-à-dire 2 à la puissance 64 moins 1 fois, combien on nous a dit, 0,04 grammes fois 0,04 grammes. Alors, c'est à peu près combien 2 à la puissance 64? Alors, 2 à la puissance 64, 2 à la puissance 64 ou 2 puissance 64 moins 1, c'est essentiellement le même nombre. Hein, ça va être un très grand nombre. Alors, dans les puissances de 2, il faut toujours se souvenir que 2 à la puissance 10, d'accord, 2 à la puissance 10, ça fait 1024, et 1024, en termes d'ordre de grandeur, c'est à peu près 1000. Donc c'est à peu près pareil que 10 à la puissance 3. D'accord? Donc 2 à la puissance 64. 2 à la puissance 64, c'est quoi? Ben, c'est 2 à la puissance 10, le tout à la puissance 6, fois 2 à la puissance 4, c'est-à-dire 16. D'accord? Donc c'est 16 fois. Alors 2 à la puissance, donc maintenant je vais mettre environ. 2 à la puissance 10, je le remplace par 10 à la puissance, j'ai dit 16, j'ai écrit 14. 16 fois 1000 à la puissance 6, d'accord, c'est-à-dire 10 à la puissance 3, le tout à la puissance 6, donc 10 à la puissance 18. Ça, c'est énorme. 10 à la puissance 18, qu'on doit faire fois, hein, donc ça va être égal, environ égal à, alors 16 fois 0,04, ça fait 0,64, 0,64 fois 10 à la puissance 18 grammes. Bon, tout ça c'est égal à 0,64 fois 10. Alors, hein, il faut 1000 grammes pour faire 1 kilo, donc 10 à la puissance 15 kilos. Et si je veux l'écrire en tonnes, 0,64 fois 10 à la puissance 12 tonnes. Et donc, combien ça fait de tonnes, ça? 10 puissance 9, c'est 1 milliard. Donc, il me reste encore 1000 fois 0,64. Donc, c'est 640 milliards de tonnes. Voilà. Donc, vous n'arriverez jamais à placer tous ces grains de riz sur un échiquier. Entre parenthèses, c'est voilà, c'est de l'ordre de 1000 fois plus que la production mondiale de riz cette année-là. Et voilà qui est fait pour l'exercice 6. Donc, on passe maintenant à l'exercice 7. Alors, de quoi il s'agit à l'exercice 7? On nous dit qu'on a deux entiers, m et n. On dispose de m boules indiscernables, donc imaginons m boules de billard toutes blanches, et de n boîtes numérotées. Et on nous demande de compter le nombre de façons qu'il y a de ranger ces m boules dans ces n boîtes, m étant supérieur ou égal à n. Donc, on reprend une feuille, voici, donc l'exercice 7. Qu'est-ce qu'on a? On a, je reprends les noms, c'est m, c'est le nombre de boules, donc on a m boules et n boîtes.
Alors, eh bien, on va tracer ces boîtes. Hein, donc ça, ce serait la boîte 1, la boîte 2, ainsi de suite, jusqu'à la boîte N. Et puis j'ai mes boules ici, en nombre M. Alors, il faut que je compte la manière de les ranger dans les boîtes de telle manière, c'est la question, que chaque boîte contienne au moins une boule. Bon. Alors, la difficulté de ce comptage, c'est que, vous voyez, bon, je pourrais dire, la manière, disons, la plus naturelle de réfléchir, c'est de se dire, bon, bah, qu'est-ce que je peux mettre dans la boîte 1? J'ai M boules à ma disposition, je dois en mettre au moins une, bah, donc j'ai M choix possibles. Soit j'en mets une, soit j'en mets deux, soit j'en mets trois, et ainsi de suite. Bon, en fait, il y a déjà une erreur dans ce raisonnement, puisque si je les plaçais toutes dans la boîte numéro 1, bah, je ne pourrais plus en placer dans les boîtes 2 jusqu'à N. Or, il faut que j'en place au moins une dans chaque. Donc déjà, ce type de raisonnement est erroné. Donc, qu'est-ce que je vais compter? Puis surtout, la difficulté de ce genre de raisonnement, c'est que ce que je pourrais placer à la deuxième étape dans la boîte numéro 2 dépendra de ce que j'aurais fait dans la boîte numéro 1. Bon. Donc plutôt que de faire ça, ce que je vais faire, c'est que je vais compter non pas le nombre de boules qui sont dans la boîte 1, ainsi pour la première ça ne va pas changer, mais je vais compter le nombre de boules qui se trouvent ici dans la boîte 1 pour la première, mais ensuite pas dans la boîte 2 uniquement, mais dans la boîte 1 et la boîte 2. D'accord? Et puis je vais compter aussi le nombre de boules qui se retrouveront dans la boîte 1, dans la boîte 2 ou dans la boîte 3. D'accord? Donc je vais l'appeler N1. N1, c'est le nombre de boules qui vont dans la boîte 1. Ici, N2, ce que je vais appeler N2, c'est le nombre de boules qui seront allées dans la boîte 1 plus le nombre de boules qui seront allées dans la boîte 2. Et ainsi de suite, jusqu'à... alors, c'est pas un très bon choix d'avoir appelé ça N, puisque N, c'est aussi mon nombre de boules. D'accord, donc je vais utiliser une autre lettre que N. Je vais dire P1. D'accord, P1, c'est le nombre de boules dans la boîte 1. P2, c'est le nombre de boules dans la boîte 1 plus le nombre de boules dans la boîte 2. Ici, j'ai P3, et ainsi de suite. Là, j'aurai P n-1. Et puis, si j'allais jusqu'au bout, j'aurais Pn, mais Pn, c'est pas une inconnue. D'accord? Donc, parce qu'une fois que j'ai placé toutes les boules, ben, elles y sont toutes, et j'en avais combien? J'en avais m. D'accord? Donc, Pn, c'est égal à m. Donc, c'est pas une vraie inconnue, ça. Mes inconnus, ce sont P1, P2, P3, et ainsi de suite. Et la question, c'est ben, de combien de manières je peux choisir P1, P2, P3, Pn-1. Bon. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent satisfaire, ces nombres P1, P2, P3 jusqu'à Pn-1? Ben, on nous dit que chaque boîte doit contenir au minimum une boule. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que P2 doit être strictement plus grand que P1. Il ne peut pas être égal, sinon s'il était égal, ça voudrait dire que j'aurais rien mis dans la boîte 2. P3 doit être strictement plus grand que P2, P4 strictement plus grand que P3, et ainsi de suite. Donc la suite, hein, les P1, P2 et ainsi de suite, P1 il doit être au moins égal à 1, 1 plus petit ou égal à P1, strictement plus petit que P2, et ainsi de suite, strictement plus petit que Pn-1, qui doit être strictement plus petit que Pn, qui est égal à M. D'accord? Donc, qu'est-ce que je dois faire? Ben, je dois choisir. Combien j'en ai là? J'en ai de 1 jusqu'à n-1. Je dois choisir n-1 nombre. Dans quel ensemble? Dans l'ensemble, hein, d'où choisir n-1 nombre. Dans quel ensemble? Dans l'ensemble 1 jusqu'à, puisque lui doit être strictement plus petit que m, je dois m'arrêter au plus à m-1.
D'accord? Combien de manières j'ai de le faire? Ça, c'est égal par définition. Hein, l'ordre n'a pas d'importance, puisque là, je les prends classés. De combien de manières je vais le faire? C'est le nombre de combinaisons de n-1 parmi m-1, c'est-à-dire ceci. D'accord? Et donc, si on le réécrit explicitement, c'est m-1 factoriel divisé par n-1 factoriel fois m-1 moins n-1, ce qui fait m moins n factoriel. Voilà. Alors, donc ça, c'était pour la partie 1 de la question. Maintenant, on nous pose la même question, mais on relâche, hein, on ne demande plus, on n'impose plus que chaque boîte contienne au moins une boule. D'accord, on n'impose plus que chaque boîte contienne au moins une boule. Alors, je vais reprendre de nouveau. Donc ça, c'était le 7.1. Une nouvelle feuille. Le 7.2. Hein, donc c'est la même question. Mais le nombre de boules dans chaque boîte est quelconque cette fois. Bon. Alors vous voyez que le raisonnement que j'avais fait précédemment, là, c'est de suite, maintenant, puisque je peux ne mettre aucune boule dans la boîte 2, par exemple, si je voulais, la suite P1, P2, P3, elle est plus strictement ordonnée. Donc les nombres P1, P2, Pn-1 ne sont plus distincts. Si on revient à mon premier tableau, là, ici, sur le choix de P éléments parmi n, vous voyez qu'on n'est plus dans le cas où il n'y avait pas de répétition. Hein. On était dans ce cas-ci, là, précédemment. Maintenant, on est dans un cas avec répétition, mais où l'ordre n'importe pas. Hein. Vous voyez la raison pour laquelle j'avais parlé de confer exercice 7 ici. Alors, il y a un petit truc qui est le suivant. Se dire, imaginez que j'ai, donc je retrace mes n boîtes ici. Je ne sais plus si c'était n ou m, le nombre de boîtes. C'était n, donc je vais les nommer 1, 2, et ainsi de suite jusqu'à n. Et imaginons que j'ai une configuration. J'ai une configuration avec où j'ai placé mes m boules. Hein, mes m boules, je les place dans les boîtes. Et peut-être que j'en ai mis 0 dans la boîte 2, puis voilà, j'en ai une ici. Okay, peu importe le schéma. Alors, comment je vais me ramener au cas précédent? Le cas précédent, on comptait le nombre de configurations où il y avait toujours au moins une boule dans chaque boîte. Eh bien, à partir de ma configuration quelconque ici, je vais rajouter exactement une boule dans chaque boîte. D'accord? Là, je ne les trace pas, j'en rajoute exactement une. Bon, si j'ai une configuration où j'ai placé m boules dans n boîtes de manière quelconque, si j'en rajoute une dans chaque, j'obtiens une configuration où j'aurai placé cette fois m plus n boules, puisqu'il y a n boîtes et j'ai rajouté exactement une boule par boîte. Hein, donc n plus m boules dans n boîtes. Et cette fois, je suis dans une configuration où j'ai au moins une boule par boîte. Voilà. Bon. Et inversement, si j'ai une configuration de m plus n boules dans n boîtes avec au moins une boule par boîte, et bien, si je retire maintenant une boule dans chacune de ces boîtes, je retombe sur une configuration où j'ai m boules dans n boîtes avec un nombre quelconque non contraint de boules par boîte. Donc le comptage, hein, si vous voulez, j'ai établi
bijection entre deux situations, donc le comptage de l'une est égal au comptage de l'autre, et le comptage de cette situation-là, ben, on vient de le calculer à la situation, comme faire le 7 petit 1, et donc 7 égale, qu'est-ce qu'on avait dit? Si on revient au 7 petit 1, c'était le nombre de boules moins 1 divisé par et ici en dessous le nombre de boîtes moins 1. Donc si je reviens là, quel est mon nombre de boules ici dans ma situation analogue? C'est m plus n moins 1. Et le nombre de boîtes, ça n'a pas changé, c'est n moins 1. D'accord? Et donc ça, si je développe, qu'est-ce que ça fait? Ça fait m plus n moins 1 factoriel divisé par n moins 1 factoriel fois m factoriel. Voilà. Donc ça, c'est le nombre de façons de ranger m boules parmi n boîtes. D'accord? Et si je regarde le nombre de boules qui se retrouvent dans la boîte 1, le nombre de boules qui se retrouvent dans la boîte 2, et ainsi de suite, vous verrez qu'on répond exactement à la question qui est ici, de choisir P éléments parmi N avec répétition, mais sans ordre. D'accord? Je vous laisse réfléchir. Et puis vous remplirez la case ici correspondante. Voilà, alors, où en était-on? On en était là. Donc on a fait le petit 1, le petit 2, le petit 3 pour m et n, deux entiers positifs. Combien y a-t-il de façons d'écrire un entier m quelconque comme la somme de n entiers? Alors on nous donne un petit exemple aussi, on nous dit pour le chiffre 4 par exemple, on peut l'écrire, si on prend m égale 4 et n égale 2, on peut écrire 4 comme 0 plus 4, comme 1 plus 3, comme 2 plus 2, comme 3 plus 1 et comme 4 plus 0. Donc, visiblement, dans la question, qui autrement aurait été un peu ambiguë, on considère que l'écriture 0 plus 4 est différente de l'écriture 4 plus 0. D'accord? Donc on tient compte de l'ordre dans la décomposition. Bon, par conséquent, le nombre de manières d'écrire m comme somme de n entiers, c'est exactement, pour le 7 petit 3, oups, pardon, je repasse en bleu, pour le 7 petit 3, hop, eh bien, pensez que vous avez vos m boules et vos n boîtes. Vous les répartissez, tac, sans contrainte sur le nombre de boules qui vont dans chaque boîte. D'accord, donc je l'écris comme ça, là imaginons que j'en ai 0. Eh bien, vous voyez que le nombre total de boules, là, ce sera m. Donc là, si je lis dans la première boîte, je lis, d'accord, on va écrire que m, c'est égal, donc si ce sera 2, plus 1, plus 0, plus, et ainsi de suite, plus 2. D'accord? Donc à chaque répartition de mes m boules dans mes m boîtes, j'obtiens exactement une décomposition de m, puisqu'il y a m boules au total, comme une somme de n entiers. D'accord? Le premier entier étant le nombre de boules que j'ai mis dans la première boîte, le deuxième entier étant le nombre de boules que j'ai mis dans la deuxième boîte, et ainsi de suite. Donc le nombre de manières d'écrire m comme une somme de n entiers, c'est exactement le même nombre de manières qu'il y a de répartir m boules dans n boîtes sans contrainte, et c'est donc égal à ce nombre qui est écrit ici. Voilà, bon, eh ben, je vais m'arrêter là pour l'exercice 7, parce que la vidéo va être un peu longue, et puis on verra si on poursuit pour les exercices suivants.